Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver. Dans les 3 premières parties du présent épisode, j'ai présenté les principaux grands témoins de l'histoire algérienne, historiens, hommes d'État et diverses catégories d'intellectuels, français et algériens, unanimes à affirmer que l'Algérie n'a jamais été un État avant 1962. Dans cette vidéo, nous allons tenter succinctement de comprendre pourquoi l'Algérie n'a pas pu se constituer en État indépendant avant la fin de sa colonisation, d'une part, et pourquoi s'obstine-t-elle à nier cette réalité en s'accordant une fausse ancienneté étatique de plus de 4 décennies, d'autre part. Je vous suggère d'écouter encore Bernard Lugan parce qu'il est présenté comme étant un africaniste bien connu, ayant publié de nombreux ouvrages de synthèse de type académique sur l'histoire générale de l'Afrique du Nord. L'histoire de l'Algérie telle qu'elle est enseignée en Algérie est une fausse histoire. C'est une histoire construite. Je commence mon livre par cette phrase de Mohamed Harbi, l'historien algérien, qui dit « L'histoire est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens ». C'est absolument magnifique. C'est une phrase qui résume toute l'ambivalence. Pourquoi ? Que veut dire cette phrase ? Cette phrase veut dire que quand les Algériens font de la véritable histoire, ils constatent, que leur pays n'est pas arabe mais berbère, 2, que l'Algérie n'a jamais existé, 3, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Donc ils le nient cela, parce que c'est leur enfer. Donc elle devient paradis. Deuxième forme, enfer et paradis. Pour nier cette histoire, ils se réfugient dans une fausse histoire, qui est leur paradis, et qui est une histoire complètement coupée des réalités algériennes. Donc c'est pour ça que, partant de cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Cet homme a résumé toute l'ambivalence de l'histoire de l'Algérie et des comportements, car on est dans un niveau de psychanalyse, de psychologie, d'études psychologiques. Je voudrais apporter un point d'éclairage à cet égard, car c'est à partir de cette vision de synthèse de l'historien algérien Mohamed Harbi que l'on pourrait mieux comprendre l'ambivalence enfer-paradis chez les dirigeants boumedienistes de souche arabe, issus du groupe d'Oujda. Et puisque personne ne peut supporter un enfer dans le sens propre comme dans le sens figuré, surtout devant un paradis qu'il croit voir ou qu'il doit s'offrir à lui, il doit alors, le plus logiquement du monde, quitter le premier vers le second. Or, pour opérer une telle mutation dans le cas algérien, il va falloir concevoir une Algérie séculaire à l'image du Maroc, tout en tenant compte des 3 réalités précitées suggérées par Lugan, signifiant la marginalisation politico-culturelle des Berbères algériens et l'effacement de leur rôle nationaliste de résistance anticoloniale dans la guerre d'Algérie, en reniant le rôle de la France dans la création de l'État algérien. Et en vue de concrétiser un tel dessein, il faut inventer une histoire rivalisant celle du voisin de l'Ouest. Mais ce phénomène psychologique particulièrement algérien trouve néanmoins son fondement dans l'histoire politique du Maghreb francophone. Cédons la parole à l'historien Philippe Conrad pour nous en faire une description sommaire. Maroc s'est doté précocement d'un État, de dynasties successives, qui a une histoire d'un État marocain avec des centres de gravité qui ont varié, Fès, Marrakech, Meknès, etc. Alors qu'en Algérie, on n'a pas l'équivalent, mais certains ont pensé que le royaume Abdelwalid de Tlemcen ou que le royaume de Bougie aurait pu constituer ainsi un noyau initial autour duquel aurait pu s'agréger une Algérie qui aurait annoncé l'Algérie ultérieure. Alors que faut-il penser de cette comparaison, de cette confrontation ? Voilà une belle description et un bon questionnement. Cependant, ces 2 éléments n'expliquent pas l'objet auquel ils se rapportent. C'est plutôt par l'élucidation des facteurs de constitution d'une réalité que l'on pourrait mieux la saisir. Pour ce faire, nous revenons à Bernard Lugan avec plus de précision. Écoutons-le attentivement car il va vraiment au fond des choses. Tlemcen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple, qui est que si vous prenez une carte, vous voyez l'Algérie mais est située au centre du Maghreb. À l'ouest et à l'est, il y avait 2 entités politiques qui étaient fortes. À l'est, ce qui va devenir la Tunisie, qui existait déjà sous forme d'État pré-national et même parfois de quasi-État national,
et à l'ouest, le Maroc. Le Maroc. Ce qui fait que, et sur la période s'étendant entre le début du XIe et l'arrivée des Turcs, c'est-à-dire grosso modo sur 4 siècles et demi, 5 siècles, l'autonomie, la véritable indépendance de Tlemcen, autonome, ne dépasse pas 75 ans, et par période recoupée. Tout simplement parce que Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine, qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. Ce qui ne veut pas dire que Tlemcen n'a pas eu une renommée brillante. C'était une principauté excessivement brillante, mais je comparerais un peu Tlemcen aux reinos et taifas espagnols, c'est-à-dire des petites principautés brillantes culturellement qui peuvent être fortes pendant quelques années, mais à aucun moment ça débouche sur un État. À aucun moment ça débouche sur un État. Les Français vont arriver en 1830, ces principautés-là ne pèsent plus, depuis très longtemps, elles n'existent plus. Elles n'existent plus depuis la période turque. Ouais, bien sûr. Ce que vous rappelez aussi, c'est que l'Algérie telle que nous la connaissons, y compris à travers son nom, c'est une création administrative des Français. En effet, c'est un Français militaire, le général Schneider, ministre, secrétaire d'État à la guerre qui, dans une lettre datée du 14 octobre 1839, je dis bien une lettre datée du 14 octobre 1839, adressée au maréchal Malvalé, gouverneur général de l'Algérie, officialisa à ce pays son nom de baptême, à savoir l'Algérie. Mais mis à part la colonisation française que ne peut nier l'Algérie, que raconte-t-elle dans son histoire officielle à propos de la longue période ottomane antérieure? L'histoire officielle algérienne nous dit l'Algérie n'a connu qu'une seule colonisation, c'est la colonisation française. C'est une idée totalement fausse, là encore. Nous le savons bien maintenant parce que les archives turques, les archives ottomanes, sont ouvertes depuis un certain temps et il y a plusieurs historiens qui ont vraiment travaillé sur les archives ottomanes. L'Algérie était la marche frontière. L'Empire turc, l'Empire ottoman, va s'intéresser à l'Afrique du Nord, la Libye, la Tunisie et l'Algérie actuelle, pour pousser vers le Maroc et vers l'Espagne, de façon à prendre en tenaille la chrétienté. D'un côté, la mer Noire, les Balkans, remontent vers le cœur de l'Europe, vers Budapest, ils remontent vers toute cette région, et en même temps, ils vont contourner par le sud pour essayer d'arriver par l'Espagne. Et ils vont buter sur quoi? Sur le Maroc. Et ils vont buter sur le Maroc alors que le Maroc vient d'être chassé d'Espagne. La Reconquista, c'est terminé. Nous sommes dans des périodes. C'est terminé il y a 30 ans. Donc, ces ennemis héréditaires que sont les Espagnols et les Marocains vont s'allier contre les Turcs, contre l'ennemi commun. Et ils vont tellement bien s'allier que la grande offensive turque qui va franchir la Moulouya va être bloquée par l'armée marocaine et pendant tout le temps, il va y avoir des problèmes de guerre. Jusqu'au XVIIIe siècle. Attendez, marquons un arrêt sur image et sur son. Vous avez bien entendu, le XVIIIe siècle, où se déroulaient encore des batailles entre le Maroc et l'Empire ottoman, où les Turcs se voyaient incapables d'occuper le territoire marocain après l'Algérie. Comment donc celle-ci pouvait-elle être un État indépendant à l'époque, puissant en Méditerranée, reconnaissant les États-Unis d'Amérique par-dessus le marché? Observons la carte. Seul le Maroc résistait à l'occupation ottomane en Afrique du Nord. Sur quoi repose le pouvoir des Turcs d'Alger? Il repose sur la force militaire des tribus arabes, certes, mais surtout des janissaires. Or, les janissaires ne peuvent être recrutés qu'au sein de l'Empire ottoman. Les janissaires seront recrutés dans la mer Noire, dans les Balkans. Quand les Français vont arriver, eh bien, nous allons nous retrouver, nous, Français, face à une situation très claire. Des sociétés algériennes qui vont voir le pouvoir colonial turc échapper,
mais qui n'a pas été repris par un pouvoir national algérien. Mais qui n'a pas été repris par un pouvoir national algérien. D'où l'impossibilité évidente pour l'Algérie de se constituer en État, ni avant l'occupation ottomane comme le prétendent les falsificateurs de l'histoire réelle de l'Algérie, ni durant la longue colonisation française, évidemment, comme on l'a assez expliqué. Dans la prochaine et dernière partie de l'épisode, je tenterai de suggérer les facteurs psychologiques qui expliqueraient pourquoi le pouvoir politico-militaire algérien en place, depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, s'escrime vainement et absurdement d'ailleurs à persuader le monde que ce voisin de l'Est du Maroc était aussi séculaire que lui, en allant jusqu'à lui disputer, voire lui subtiliser sa primauté internationale dans la reconnaissance des États-Unis d'Amérique au XVIIIe siècle. Et ce sera avec autant de précision et de clarté possible que je procéderai à cet exercice, mais toujours par une argumentation fiable et vérifiable sur des documents authentiques, en vidéo, en audio ou en écrit, et parfois même les trois à la fois. Au prochain épisode, donc, si Dieu l'admet, je l'espère.